Le toucher, je pense qu'il est réellement exacerbé parce qu'on le travaille vraiment pour pouvoir lire en braille, en tout cas pour ceux qui lisent en braille. Je pense que j'entends exactement pareil que quelqu'un d'autre, par contre j'écoute vachement mieux. Les 10 aveugles et déficients visuels. Parcours de vie et sensations. Est-ce que vous pouvez nous parler, donc question un peu large d'abord, mais en quelques mots nous parler un peu de vous et de votre parcours avec la cécité? La cécité, elle m'est tombée dessus comme pronostic quand j'avais 16 ans, au cours d'un examen ophtalmologique. Donc j'étais au lycée. L'ophtalmo m'a dit « Monsieur, vous savez que vous allez devenir aveugle ?» Paf. Ben non. C'était comme une sidération. Mais quand est-ce que ça va arriver? Ah, ben on peut pas le dire, vous savez. Ça peut être à 25 ans, ça peut être à 40, ça peut être à 60. Alors je suis ressorti de cet examen dans un état différent, comme une sorte de sidération. J'en ai pas parlé. J'ai gardé le silence, même à mes parents. C'est hallucinant. J'en ai fait un secret pendant des années. La question qui est venue tout de suite au fur et à mesure, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, elle est même pas capable de me dire quand est-ce que je vais perdre la vue, quoi. Et je fais quoi, moi? Voilà, c'est le début de mon existence. Écoute, je suis nécessiteux, je suis aveugle de naissance. Je suis né à Alger, donc je suis né aveugle et arabe, donc c'est double loose. En fait, très vite, mes parents ont compris qu'il fallait partir en France pour avoir une chance de me guérir, pensait-il. Puisqu'en Algérie, il y avait très très peu de médecins juste après l'indépendance, et il n'était pas du tout possible d'envisager un futur tel qu'il le souhaitait pour moi, et du coup on est arrivé à Paris lorsque j'ai eu 1 an à peu près. En fait moi je suis malvoyante de naissance, enfin pas exactement parce que en fait je suis née avec une cataracte congénitale. En fait selon ce que ma mère a dit, mes yeux étaient couverts par je ne sais quoi, ce qui faisait que de mes 1 an à mes 5 ans et demi je ne voyais pas du tout. Je suis née au Sénégal, donc je me suis fait opérer une première fois là-bas à l'âge de 3 ans. Ça n'a pas fonctionné. Et après, du coup, je suis arrivée en France. Et là, je me suis fait opérer. Et là, on m'a changé les cristallins. Du coup, ce qui m'a donné la vue. Du coup, je suis une des rares malvoyantes qui a gagné de la vue au lieu d'en perdre. Alors, je suis Alinor de Castelbajac, j'ai 32 ans, je suis aveugle de naissance. J'ai un glaucome congénital bilatéral. Je vois les couleurs et la lumière de très près. Pour moi, la cécité, alors ça m'a été annoncé quand j'avais 5 ans, mais j'étais pas très conscient. Quand j'avais 5 ans, lors d'une visite de routine chez un ophtalmo, et en fait les médecins ont découvert que j'avais des taches sur ma rétine, et ils ont annoncé à mes parents que j'avais une rétinite pigmentaire. Ils ont annoncé à mes parents à ce moment-là que je serais aveugle à 18 ans, sauf que ce n'était pas la maladie en question, c'était une autre maladie voisine qui s'appelle la choroïdérémie et qui est beaucoup plus lente. À 5 ans, j'étais pas conscient du tout. C'est plus à l'adolescence, vers 14, 15, 16 ans, que j'ai recommencé à faire des tests parce que j'avais boudé les médecins entre-temps, parce que je savais qu'ils pouvaient rien faire pour moi. Et au moment où les médecins m'ont montré les résultats, que j'ai vu à quel point la maladie avait évolué, c'est là que ça a été compliqué, c'est là que j'ai pris conscience, et c'est là que j'ai commencé à voir venir les difficultés dans ma vie. Donc moi je suis née en 85 à Chartres et j'étais parfaitement voyante. Et puis en fait jusqu'à mes 5 ans, je voyais très très bien, enfin j'étais myope comme plein de gens. Et puis en fait je me suis mise à avoir très mal à la tête, à être malade souvent le matin. Et pendant un bon moment, on a toujours répété à ma mère que en fait c'était de sa faute parce que en fait elle avait repris le travail et que c'était psychosomatique et que je voulais l'empêcher d'aller travailler. Voilà, jusqu'au jour où je me suis pris les caddies chez Carrefour et qu'elle s'est dit bon, quand même un truc bizarre. Donc on est allé voir un autre médecin et en fait il s'est avéré que j'avais une tumeur au cerveau qui en fait avait créé beaucoup de tensions intracrâniennes et du coup j'ai perdu la vue parce que mon nerf optique a été écrasé. Autrement dit, mes yeux vont très très bien, mais en fait c'est un problème de cerveau. En fait mes yeux vont très bien, mais c'est juste que la connexion en fait entre l'œil et le cerveau ne se fait plus. Le fait d'avoir perdu la vue à 5 ans, c'est probablement la meilleure option quand on ne voit pas. Parce qu'en fait, je sais ce que c'est que de voir, mais sans avoir eu vraiment un manque. Déjà, je m'appelle Baman, je suis iranien. La semaine prochaine, ça fait 4 ans pile que je suis en France, j'habite à Paris. Mon parcours de cécité, c'était en parallèle avec mon parcours d'exil. Parce que ça fait 5 ans. En 2019, j'ai été obligé de partir d'Iran, de quitter l'Iran. Et ça m'a pris presque 1 an avec le blocage, avec le Covid et tout ça, pour arriver en Europe, pour être en sécurité. En parallèle, j'ai commencé à avoir un problème
de vue. J'avais pas l'œil gauche depuis l'âge presque 10 ans, 12 ans. J'ai presque pas de souvenir de l'œil gauche, mais pour moi c'était normal d'avoir un œil. Je ne veux pas dire que je pensais que tout le monde a qu'un seul œil, mais je croyais pas que ça soit très différent. Sur l'œil droit, ça a commencé en 2020, fin 2020. Presque en même temps que je suis arrivé en France, mais un peu plus tôt. Quand j'étais en Grèce, j'étais obligé de parcourir plusieurs pays, presque la moitié à pied, après le reste au cachet, de parcourir plusieurs pays, de la Grèce jusqu'en France, tout en étant malvoyant. Du coup, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans et actuellement je suis étudiant en masso-kinésithérapie à Paris. J'ai une scolarité qui était normale, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas été dans une école spécialisée pour les déficients visuels. Jusqu'au bac, j'étais dans une école classique en fait, dans un collège classique, lycée classique. Enfin, mon problème de vue a été diagnostiqué quand j'avais à peu près 4 ans. Je connais un peu l'histoire parce que ma mère m'a raconté des trucs comme ça. Mais moi, je m'en souviens plus forcément. Au début, ça a commencé simplement par... voilà, je me cognais un peu partout, forcément. Je regardais bizarrement certains trucs, j'avais l'air de pas trop être logique vis-à-vis des couleurs. On est tombé un jour sur une grande spécialiste de la déficience visuelle qui a juste dit à ma mère votre fils est malvoyant. Qu'en soit la recherche diagnostique de ce que j'avais, ça a duré jusqu'à mes 4 ans, mais je crois qu'après on cherchait exactement quelle pathologie j'avais. Donc on a fait des tests génétiques, sauf qu'à l'époque on les avait fait en Allemagne, parce qu'en France ça coûtait très cher, et qu'en Allemagne avec la recherche c'était gratuit. Et c'est là qu'on a découvert ma pathologie qu'on appelle l'achromatopsie. En fait, moi je suis née avec une maladie génétique qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. Donc en fait je suis née malvoyante, mais petite j'avais quand même un reste visuel qui me permettait par exemple de voir les couleurs. Et j'ai d'abord commencé à écrire en noir, enfin ce qu'on appelle en noir, c'est-à-dire en écriture classique quoi. Mais bon, quand je suis passée à de l'Arial 28, on m'a proposé d'apprendre le braille. Moi mes parents, ils ne savaient pas qu'ils étaient tous les deux porteurs d'une mutation génétique et de la même finalement. Et ils s'en sont rendus compte parce que j'avais un nystagmus. En fait, mes yeux bougent beaucoup à la verticale. Je clignais énormément des yeux et donc vers l'âge de... Quand j'avais 6 mois à peu près, ils sont partis voir un ophtalmo et c'est là qu'ils ont découvert ma maladie. Et en fait, plus tard, il y a des tests génétiques qui ont été faits et ça a permis d'identifier précisément quelle maladie, quelle mutation, etc. Pourtant, mon père est médecin. Enfin, mes parents, en fait, c'est une maladie ça peut arriver quand par exemple il y a 2 personnes qui ont un lien de parenté ou quoi, mais mes parents n'ont absolument aucun lien de parenté, c'est juste que voilà, malheureusement, par hasard, ils portaient cette mutation. Alors, moi je suis née en 1995, le 11 septembre pour être bien précis, et du coup, enfin tout le monde se souvient de mon anniversaire, mais pas pour les mêmes raisons du coup. Et du coup, en fait, c'est arrivé quand j'avais 4 ans et demi à peu près, et j'ai perdu la vue à ce moment-là. C'est pas un accident, c'est pas quelque chose qui est arrivé en cours de vie, c'est une maladie, mais laquelle, même aujourd'hui, je peux pas la dire parce qu'on n'a toujours pas déterminé concrètement ce que j'ai. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore? Comment ça s'est installé? Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben, aujourd'hui, j'y vois que dalle. Je suis pas dans le noir, je suis dans une sorte de gris, c'est un gris opaque total. C'est comme s'il y avait un mur entre vous et moi. Et ça jour et nuit? Oui, ça c'est le processus final. Les gens croient qu'on est dans la totale obscurité. Non, c'est plutôt un gris dans mon cas. J'ai été déclaré aveugle officiellement par la loi à 34 ans. J'y voyais encore un petit peu quand je suis sorti de l'examen. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, on m'a déclaré aveugle, mais j'y vois encore un peu, vous voyez. Bon, en fait, quand je vois une personne, par exemple, je vois la silhouette. C'est-à-dire si elle est grande, petite, mince, etc. Ça, je peux voir. Si elle est habillée de manière claire ou foncée, ses mains, etc., je peux les voir. Si on montre le nombre de doigts, ça, je peux pas le voir. La couleur des yeux, même les yeux précisément. En fait, c'est des petits détails que je vois pas. Vous voyez quelque chose? Non. De la lumière? Qu'est-ce que... Non, une toute petite chose devant les yeux, mais enfin, c'est vraiment tout à fait inopérant. Ça n'a pas de... Ça n'aide en rien. D'autres personnes parlaient d'un voile gris en permanence? Non, je n'ai pas de voile gris. Moi, je ne vois rien. Donc, je ne sais même pas si c'est la nuit, si c'est le jour, c'est quelque chose qui est la non-vue. On va dire qu'en théorie, je vois tout, mais en fait, dans la réalité, c'est qu'il y a plein de facteurs qui peuvent altérer ma vision. Dans le sens où s'il y a trop de lumière, je vais mal voir. S'il n'y a pas assez de lumière, je vais mal voir. S'il n'y a pas assez de contraste, je ne verrai pas. S'il y a trop de gens, je ne verrai pas correctement. Si je suis trop loin, je ne verrai pas forcément. Si je suis fatiguée, ça va être un peu compliqué. Enfin voilà, en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent altérer ma vision en fait. Alors je vois les couleurs et les lumières donc de très près. Il y a certaines choses que je peux voir de plus loin, par exemple une grande étendue d'herbe ou un feu d'artifice, je peux en voir la couleur de plus loin. Et là les lumières du studio?
Je la vois, parce que je vois quand même la luminosité, je vois la lumière. Là maintenant, il me reste une vue centrale sur mon œil droit, mais très très faible. Je peux pas reconnaître un visage. Si vous me montrez quelque chose, je verrai pas. Les couleurs sont quasiment parties, donc des 2 yeux. Alors aujourd'hui, je perçois la lumière et les ombres. Et à vrai dire, des fois, il y a des perceptions, j'arrive même pas à savoir ce qui relève vraiment de mes yeux et ce qui relève de mes autres sens et de ce fameux truc qu'on appelle le sens des masses. Là maintenant, je peux pas, même avec zoomer beaucoup, je peux plus lire, mais je vois des silhouettes, c'est très très flou. Les couleurs, je peux par exemple distinguer un truc très foncé avec un truc très très clair. Là maintenant, c'est très simple, je vois rien. Il y a une lumière en face de moi qui m'empêche de... La chromatopsie, au niveau de la rétine, on a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets qui servent à voir plutôt les formes, les cônes qui servent plutôt à voir la lumière, les couleurs. Moi, ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est les cônes. 2 gros symptômes dans ma pathologie visuelle, à savoir que je ne vois pas du tout les couleurs. Je vois ce qu'on appelle en nuances de gris. C'est-à-dire que pour moi, tout est de la même couleur, mais juste avec une intensité plus ou moins grande qui va tendre vers le blanc ou vers le noir. Le plus gros problème, c'est la lumière. C'est pour ça que j'ai des très grosses lunettes qui s'apparentent à des lunettes de soleil. Alors là, autour de moi, je perçois qu'on est dans une pièce où les murs sont sombres, sauf celui qui est derrière moi. Et là, je perçois les énormes spots lumineux qui sont juste au-dessus, voilà. Ouais, mais du coup, je pourrais pas savoir que c'est du noir. D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une couleur foncée. On dit souvent qu'il y a des autres sens pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles qui sont un peu exacerbés, sont plus... Pour moi, c'est un peu pipeau. C'est que ce processus de perte de vue, il est progressif et c'est comme un voyage. Vous avancez vers un monde où vous ne voulez pas aller, qui vous effraie. C'est une petite mort. Putain, vous perdez la vue à 20 ans, quoi. Donc il faut que votre corps, il s'adapte à ça. C'est ça que j'ai voulu raconter dans mon premier livre, que j'écris très tard, qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger ». Les autres sens ne changent vraiment pas. On est juste un peu plus concentré. Non. En fait, si, dans la finalité. Mais c'est pas un don, c'est pas inné. Parce qu'en fait, tout le monde croit que c'est inné, parce qu'on perd la vue, du coup, on est des surdoués de l'ouïe. Bah non. Comme je dis souvent, c'est comme le vélo, ça force de pratiquer. Donc oui, forcément, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le sens des masses. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me balade dans la rue, je sens qu'il y a un mur à côté, ou une porte, ou un vide, ou des escaliers qui arrivent en bas, ou un truc qui monte en face. En fait, tout ça, on les a tous, naturellement. Même les gens qui voient. Mais sauf que, les gens qui voient, ils utilisent pas parce qu'ils ont la vue. Donc forcément, ils mettent de côté les autres sens. On le travaille plus, donc de même que tout muscle non utilisé s'atrophie, tout sens utilisé beaucoup s'aiguise. Pour moi, c'est vrai, parce que dans le sens où je dois quand même compenser en fait. Je dirais que mon ouïe est très exacerbée de par ma passion qui est la musique et enfin voilà, du coup je l'ai toujours beaucoup entraînée. Et pour ce qui est de l'odorat et du toucher, je trouve aussi que c'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Alors on a l'impression que c'est une légende urbaine, mais je suis d'accord avec ce point de vue et j'ai une théorie par rapport à ça. Chaque sens sollicite une partie du cerveau et je pense que la partie du cerveau qui est dédiée à la vue n'est pas utilisée par la vue, n'est plus utilisée par la vue. S'il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas utilisée, mon corps va le réexploiter. Et je crois que du coup, l'ouïe, l'odorat et le toucher exploitent les parties du cerveau qui sont délaissées par le corps parce qu'elles ne sont pas utilisées par la vision. Le toucher, je pense qu'il est réellement exacerbé parce qu'on le travaille vraiment pour pouvoir lire en braille, en tout cas pour ceux qui lisent en braille. Je pense que j'entends exactement pareil que quelqu'un d'autre, par contre j'écoute vachement mieux. Ce qui se développe vraiment plus, c'est le toucher. On est très sensible en général, on a une grande sensibilité partout sur le corps. Je supporte pas un mini poil, je supporte pas ça parce que ça perturbe ton environnement. J'en sais rien. Ouais, voilà, ce genre de truc, un truc qui te gratouille. En fait, je pense pas que les sens soient plus développés, biologiquement parlant. Je pense juste que normalement, en fait, une personne valide, elle s'appuie énormément sur sa vue. Et je pense que quand on n'a pas la vue, en fait, c'est pas que les autres sens sont plus développés, mais c'est que les autres sens sont obligés de compenser. Comment est-ce que vous créez vos souvenirs ? Ce qui est certain, c'est le souvenir, il va être sonore, bien entendu. Il va être aussi lié à un état émotionnel particulier. Bon, j'ai vécu aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et je retourne dans ce coin-là des années plus tard. Si j'arrive avec un avion à Boston, à Philadelphie ou je sais pas où, à New York, je vais rien me rendre compte du lieu où je suis. Vous voyez visuellement, vous êtes à Boston, bon, je vais l'avoir dans les oreilles, mais ça ne me provoque rien. Et il se trouve que qu'on m'emmène en taxi vers le lieu où je devais rejoindre des gens pour une sorte de colloque. Et là, on arrive dans le parc. Et là, je
je sens la Nouvelle-Angleterre. Ça me rappelle, c'est un truc de 20 ans, vous voyez, ou 15 ans, je sais plus. Mais là, ça a été une photo sensorielle par les odeurs. Ça peut être sonore, ça peut être des ressentis, ça peut être de l'imagination aussi. Par tous les autres sens. C'est-à-dire que moi, je vais rattacher tout un chapelet d'indices, des odeurs, des sons, des goûts. Et c'est ça qui va créer la palette des souvenirs qui vont être attachés à un moment de ma vie. Et je mange souvent avec mes doigts parce que j'aime bien aussi me rendre compte de comment c'est tactilement, comment la nourriture est. J'associe aussi beaucoup mes souvenirs avec la musique parce que j'écoute beaucoup de musique, c'est ma passion. Et du coup, il y a beaucoup de musique que j'associe à des moments de ma vie, à des moments particuliers, à des souvenirs, à des occasions. Je pense que mes souvenirs, c'est comme une personne voyante en fait, mis à part que l'image est en moins. Alors c'est très intéressant ça, parce que moi j'écris des livres et je me suis rendu compte en écrivant et en y réfléchissant que je recrée mon univers totalement dans mon imaginaire, que je recrée les visages des personnes que je ne vois pas. Et parfois quand j'arrive à les voir miniaturisés sur les photos, je suis très surpris des visages parce que ça correspond pas à ce que je me suis imaginé en fait. Mon propre visage, je sais pas du tout à quoi je ressemble, parce que avec le temps qui passe, je vois pas les rides et puis le visage change énormément, le collagène s'en va, et de temps en temps, ma femme me prend en photo, je me vois en miniature, et je suis surpris parce que forcément, en quelques années, le visage évolue énormément, quoi. Je pense que mes souvenirs, c'est vraiment un savant mélange entre tout ce que mes sens me disent. Et je peux imaginer tout ce que j'ai connu visuellement. Je connaissais par cœur les logiciels de design graphique, du coup, les codes de couleurs et tout ça. Du coup, je peux parfaitement décrire encore quelque chose que je veux montrer à quelqu'un. J'ai dans la tête, par exemple, il y a presque un an, j'ai commencé à créer une identité visuelle pour mon projet professionnel, un logo. Et dans la continuité, pour les rêves, est-ce que la nuit, vous rêvez? Oui, je rêve, naturellement, mais je rêve sans les yeux. Je rêve des sons, je rêve des impressions. J'aime beaucoup les manèges, donc souvent je rêve que je pilote des avions, mais j'ai vraiment la sensation de piloter l'avion comme je fais du looping au parc Astérix, vous Oui, voyez. je rêve depuis toujours, je pense. Le contenu des rêves, ça évolue selon ce que je fais. Mon état d'esprit aussi, mon humeur, je pense que ça tourne autour de ça. Dans mes rêves, je suis toujours malvoyante, je pense. Enfin, je crois. Oui. C'est que des fois, dans mes rêves, peut-être que je suis folle, mais des fois j'ai l'impression de sentir des parfums, genre. Vraiment. Et parfois dans mes rêves, je vois ma canne blanche, ou parfois je me dis que les choses je les vois moins bien, mais malgré tout mes rêves continuent d'être en couleurs, des couleurs très très chatoyantes. C'est très compliqué, je m'enfuis beaucoup. Par exemple, le soir je rêve pour revoir tout ce qui est arrivé aujourd'hui dès le matin, mes déplacements et tout ça. Je rêve que je suis en train de déplacer en Iran, à Boukhane, dans les endroits que j'ai toujours vus. Ouais, je rêve beaucoup, je suis une grande rêveuse. Souvent dans mes rêves, j'ai ma canne, ce qui est assez logique puisque en fait, les rêves en général, ils se basent quand même sur ce qu'on vit. Je n'ose répéter ça, mais un jour j'ai raconté cette histoire, j'ai dit souvent j'ai ma canne et des fois je l'utilise comme une canne et des fois je l'utilise pour autre chose. Et je me suis rendu compte après qu'il y avait un double sens super bizarre dans cette phrase. Et du coup, tout le monde se moque de moi depuis des années. Mais c'est vrai, en fait. Oui, je rêve. En fait, dans mes rêves, je vois pas bien, comme maintenant, mais sauf que comme le rêve, il est un petit peu préprogrammé, par exemple, dans mon rêve, je vais jamais utiliser ma canne. Parce que de toute façon, dans mon rêve, je me cogne pas. Mais pour autant, je ne vois pas mieux. C'est-à-dire que, en fait, je me comporte comme une personne valide dans mon rêve, mais en fait, je le suis pas. C'est-à-dire que les images de mon rêve, si je m'en rappelle le matin, c'est pareil. Je me rappelle de ces images avec la vision que j'ai. Ça me fait trop penser à une rêve de bloqué. Ah ouais? Ouais, je te jure, ça me fait penser à une rêve, genre c'était dans l'épisode Question. Genre t'as Grinch qui demande à Aurel, les aveugles quand ils rêvent, qui volent, est-ce que tu crois qu'ils ont un aigle guide ou un truc comme ça, ils avaient dit. Non, en vrai, ouais, je rêve, et je rêve avec la vue que j'ai, quoi. Pour cette dernière thématique, on a une dernière question. C'est quoi la dernière chose que vous ayez vue? Mon école primaire. Et justement, je faisais beaucoup de rêves à ce niveau-là. J'avais une classe qui était à l'étage, il y avait des escaliers, je montais, et la classe elle était à gauche, et en face, il y avait plein de trucs, genre des cerceaux, des trucs pour jouer. En gros, comme si c'était une salle de gym, alors que c'était pas une salle de gym, mais c'était un hall, on va dire, avec plein de trucs dans ce style-là. Écoutez, il n'y a pas eu de première, donc j'ai rien vu en fait. J'ai lu et je lis des centaines de livres, et je peux dire que les romanciers sont mes meilleurs audiodescripteurs.
j'ai une idée très précise, par exemple, de ce que sont les couleurs, de ce que sont les textures. Le jaune, c'est un peu le soleil qu'on décrit comme jaune, c'est un peu la lune, on imagine quelque chose à la fois de chaleureux et en même temps de discret. Le jaune lui-même étant plein de nuances, entre le jaune, le mauve, le violet, le pourpre, tout ça c'est quand même une certaine proximité, même le violet sans doute. Là, quelque chose de marquant, je dirais, des paysages de Tahiti. Quand j'avais 30 ans. Après, ma vue était déjà pas mal entamée à ce moment-là, hein, et puis des choses, j'en vois encore, en fait. De loin, j'arrive encore à voir des choses. Alors, j'aimais beaucoup dessiner, et je pense que ça se voit. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un visage, je me représente vraiment un visage comme les enfants le dessinent. En gros, tout le monde a une tête de BN pour moi. Je sais pas comment dire la dernière chose que j'ai vue, parce que même quand ça a commencé ce problème, je voyais quand même pas mal de choses. Alors là, je peux vraiment pas dire parce que ma vision a baissé tellement progressivement qu'en fait, sur le moment, on s'en rend pas compte. C'est moi qui pense que c'est la dernière chose que j'ai vue. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fini par ne pas voir. Mais ce qui reste gravé dans ma mémoire, c'est que je me suis perdu de vue. C'est hallucinant quand j'ai pu écrire cette phrase. Bah oui, je me suis perdu de vue, mon gars. Putain, j'ai pas pu me dire adieu. Merci à l'association HappyDV pour avoir rendu possible ces rencontres. Dans la partie 2... T'en parlais, comment tu choisis tes vêtements. Toi, donc, t'as fait un documentaire, c'est ça, sur ton voyage en stop? Oui, justement, la GoPro était là pour ça. Mais surtout, aujourd'hui, je suis handi-consultant, ce qui veut dire que je suis expert ambassadeur et en quelque sorte conférencier autour du handicap.